On est déjà plus de 70 participants, donc je vous propose de démarrer, si ça vous convient. Je vous remercie déjà toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Estelle Pata, je suis chef de projet au sein du programme Société numérique et je suis notamment responsable de la démarche numérique en commun. Donc je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute déjà entendu parler de la démarche numérique en commun, de son événement national, de ses NEC locaux. Au-delà d'une démarche événementielle et annuelle, numérique en commun, donc c'est un espace où et des temps d'échange, on essaie de penser et construire un numérique d'intérêt général. Et donc, en plus du NEC national, des NEC locaux, qu'on organise, nous, à ANCT, avec l'ensemble des partenaires nationaux et locaux de numérique en commun, on organise ces webinaires. Et aujourd'hui, c'est le 3e. On profite de ces temps pour avoir des temps d'échange un peu plus poussés avec des experts sur des enjeux thématiques qu'on pose souvent à numérique en commun. Les précédents webinaires étaient on fait une série de webinaires qui est basée sur les 7 principes du numérique d'intérêt général que on avait établi lors de NEC 2024, ce qui a fait que le premier webinaire était autour de la notion de faire ensemble. On avait eu plusieurs partenaires autour de la table, notamment la DINUM. Le second webinaire était autour de la notion de éduquer au numérique et on avait notamment la Banque des territoires qui était présent. Aujourd'hui, on pose la question de débattre autour des enjeux du numérique et la question de comment on crée du débat et du dialogue démocratique autour de nos usages et de nos outils. Et donc, on a tout un panel d'intervenants, je laisserai Anaïs les présenter, et notamment le dispositif Caféia qui est représenté aujourd'hui. Pour pas être plus long, je te laisse la parole, si ça te va. Merci beaucoup Estelle. Donc, Anaïs Aubert, moi je suis chef de projet sur un numérique en commun 2025. Donc voilà, donc je pense que pour beaucoup, c'est la première fois que vous me voyez, puisque c'est la première année que je coordonne le dispositif pour Futur Composé avec Dory Bruyas. Donc effectivement, le webinaire du jour va se concentrer sur un des 7 principes d'intérêt général, du numérique d'intérêt général, pardon. Et donc, on a fait le choix de cibler les échanges aujourd'hui sur la question des dispositifs de dialogue autour des enjeux du numérique, puisque l'on considère que ce dialogue est nécessaire tant les changements technologiques sont rapides et bouleversent nos sociétés et nos manières de vivre ensemble. Pour autant, on voit se multiplier ces dispositifs et pour autant, comment assurer la pertinence de ces espaces de dialogue, comment réussir à faire de ces espaces des espaces démocratiques et qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment les construire. Donc, pour en parler aujourd'hui, on a invité un panel d'intervenants avec Kevin de Chéchy, qui est docteur en sciences de l'éducation, président de l'association Conscience et spécialiste de l'éducation à l'esprit critique. Nous avons Jean Catin et Cécile Raveau, co-concepteurs et co-porteurs de la démarche Caféia et ils vous ont interrompu durant le webinaire. Nous avons Margot Levisal, cofondatrice de l'association L'Aptitude, et Thomas Thibault, designer et chercheur, cofondateur de Limite Numérique et coprésident du Mouton Numérique. Donc, sans plus attendre, pour commencer la discussion, Kevin, est-ce que tu pourrais nous dire, avec ta dimension recherche, et nous aider à prendre du recul par rapport au sujet, et nous expliquer ce qu'on peut attendre d'un espace de dialogue citoyen autour des enjeux technologiques? Ok, alors du coup, donc oui, juste pour un petit peu compléter sur ma présentation très brièvement, donc je suis Kevin de Chéchy, je suis chercheur indépendant maintenant, formateur et consultant, et donc ça fait une petite dizaine d'années que je bosse sur les questions d'esprit critique, et donc incluant les questions de tout ce qui est débat, argumentation, etc. Donc juste en 2 mots, parce que la thématique qui vient d'être abordée, en fait, ça m'a fait un peu sourire parce que c'est vraiment une thématique qui, en fait, est apparue depuis bien longtemps et qui a eu un impact assez fort même au XXe siècle, où on a vraiment eu cette prise de conscience de certains philosophes que on était dans une société où les thématiques étaient de plus en plus complexes
Et on a eu un peu deux grands courants de pensée. Le premier qui considérait avec Lippmann que les gens globalement étaient un peu teuteux, que la société était trop compliquée et qu'ils ne pouvaient pas prendre part au débat démocratique, quelle que soit la thématique, et que en fait il fallait construire l'opinion publique à coup d'influence avec des travaux sur la persuasion. Et au même moment, dans les années 30-40, on a eu aussi son opposant, qui est peut-être un peu moins connu, John Dewey, qui lui disait, bah oui, certes, la société est de plus en plus compliquée, complexe, mais en fait, il y a des dispositifs qui existent et qui peuvent aider les publics à se forger une opinion critique, à prendre part à la discussion, et notamment autour de ce que Dewey appelait l'enquête, que moi je vais traiter là aujourd'hui sous l'appellation d'évaluation. Donc du coup, en fait, on peut se dire qui a raison entre Lippmann qui considère que le public est pas assez compétent et Dewey qui fait un peu une présomption de compétence. Et donc en fait, la question qui se pose in fine, c'est est-ce que le dialogue participatif, le dialogue démocratique, c'est efficace? Sachant que quand on parle de cela, on a vraiment une grande diversité de formats. Donc, par exemple, on peut avoir des débats citoyens sur l'autoroute A69. Je dis ça parce que je suis à Toulouse. Des débats en ligne qui ont lieu actuellement sur la fiabilité des informations qui est générée par les IA, donc avec un graphique qui passe pas mal en ce moment, notamment sur LinkedIn. Mais on peut avoir aussi des ateliers qui vont inclure un débat avec un espace de dialogue sur, par exemple, l'impact environnemental du numérique. Et donc, en fait, on a plein de diversité de formats et à chaque fois, se pose cette question de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, quoi. Et donc, moi, ce que j'aimerais en fait aborder aujourd'hui, j'aimerais le positionner, le problématiser en disant, en fait, quand on regarde dans la recherche, on a plein de recherches sur ces espaces-là, sur le débat argumentatif, et le constat, c'est qu'en fait, il y a des espaces d'échange où la qualité argumentative, la qualité du dialogue va être nulle, vraiment minable. Et il y a d'autres espaces où la qualité va être très bonne. Donc ça va varier en fonction de pas mal de paramètres. Et il y en a un qui me semble super important, c'est qu'en fait, bien souvent, il y a un impensé qui est celui de ce qu'on entend par efficacité ou efficace. Est-ce que le débat participatif, est-ce que mon espace de dialogue, il fonctionne pas, il est efficace, il n'est pas efficace? Bien souvent, en fait, on ne définit pas les attendus. On ne définit pas les critères qui vont nous permettre de dire est-ce que je considère que ça a bien fonctionné ou pas. Et donc moi, je vous propose un petit outil justement pour réfléchir à ces enjeux qui fonctionne en 3 points interconnectés, donc en triangle. Le premier, c'est celui des objectifs. Ça va être quoi en fait les objectifs que vous allez définir autour de votre espace de dialogue? Je me permets juste 2 secondes. Oui, on voit un triangle, objectif, évaluation. Ok, super. Oui, c'est bon. Ok, let's go. Ouais. Merci. Donc du coup, c'était mon fameux triangle pour penser à cette question-là qui consiste à penser les objectifs qui vont être en lien avec le format que vous allez choisir. Et le dernier point qui est moins présent en général dans la réflexion, qui est celui de l'évaluation. Donc pour moi, ce qui est important ici, c'est que ces 3 concepts, ils sont positionnés sur un triangle parce qu'ils sont codépendants les uns des autres. Et donc je vais un petit peu développer pour vous montrer comment on peut, avec ce triangle, un peu s'outiller pour penser l'efficacité de son espace de dialogue démocratique. Donc déjà, concernant les objectifs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un aspect extrêmement normatif. Donc venir dire j'ai un dialogue démocratique, ça fonctionne pas, c'est vraiment de la part de l'organisateur de vraiment définir les critères, qu'est-ce qu'il attend de ce moment-là pour dire c'est efficace, c'est pas efficace, ça a fonctionné, ça a pas fonctionné. Entre eux, par exemple, un espace de dialogue où on veut que les citoyens, les citoyennes puissent interagir avec des experts pour mieux se documenter, les objectifs, ça va pas être la même chose que si je fais un Word Café parce que je veux que des usagers d'un service public fassent remonter les freins d'accessibilité, par exemple. Une fois, l'avantage en fait de bien définir ces objectifs, notamment, c'est que ça va vous permettre de bien identifier le type d'échange, la nature des échanges que vous voulez favoriser. Et donc en fait, c'est ça qui va vous aider aussi à penser votre format. Par exemple, moi, si je veux que des usagers donnent de nouvelles idées pour faciliter l'accessibilité à des transports en commun, au recyclage, je peux très bien faire un Word Café. Ça va être un format qui va être plutôt adapté.
Attention, juste rapidement, il y a vraiment des pièges autour de ces enjeux de formuler les objectifs. Souvent, par exemple, on va parler de sensibiliser les publics, qui n'est pas un bon objectif. Il faut vraiment se méfier. Souvent, on a l'impression qu'on sait très bien définir des objectifs, c'est pas le cas. Un bon point de repère pour savoir si on sensibilise, si on définit bien ou pas les objectifs, c'est que votre objectif, il doit être articulé avec des enjeux d'évaluation. Et évaluer, c'est mesurer ou collecter des observables. Si votre objectif, il renvoie pas un observable, c'est que votre objectif, il est pas bon. Donc, du coup, ça va vous aider à définir votre format. Et là, bon, je vais un peu botter en touche, mais sur les formats de dialogue participatif ou démocratique, il y en a énormément. Ça varie sur plein de choses. Il y a énormément de ressources. On pourra en parler un peu plus en détail après. Pour moi, le point important, c'est vraiment de ne pas suivre une recette clé en main qu'on va appliquer à la lettre. L'objectif, c'est vraiment réutiliser ce qui existe, soit, mais mettez-le à votre sauce pour que ça soit bien aligné avec vos objectifs et le type d'échange que vous souhaitez favoriser. Et du coup, le dernier point qui pour moi est le point le plus important, c'est celui de l'évaluation. Il a une place dans ce triangle, mais pour moi, il a une coloration particulière parce que vraiment, il vient impacter fortement les deux autres points, objectif et format. Donc du coup, ce qui est bien important de comprendre autour de l'évaluation, c'est que si vous avez une évaluation bien construite, ça veut dire que vous avez eu des objectifs bien définis. Donc en fait, ça vous oblige. Si vous passez par l'évaluation et que vous voulez bien faire les choses, vous devez définir des objectifs de manière correcte avec des observables. Quand on fait une évaluation, on a envie que l'évaluation soit positive quand même. Et donc, si vous arrivez à avoir une évaluation plutôt positive de votre format, c'est que ça vous renseigne sur le fait que votre format, vous l'avez bien aligné aussi avec vos objectifs. Donc, c'est un peu un espèce de passe qui vous renseigne sur aussi qu'est-ce que vous devez modifier dans votre format. Et donc, en fait, en ce sens, l'évaluation, c'est vraiment un outil à la fois de conception, de pilotage et de déploiement, et aussi d'amélioration continue. Donc, c'est vraiment une bête à trois têtes qui vous accompagne tout au long de la mise en place d'un dispositif de dialogue participatif ou démocratique. Mais par contre, c'est quelque chose qui se fait trop rarement, je trouve. Et pour moi, il y a vraiment trois freins importants. Le premier, c'est que souvent, on résume l'évaluation à une contrainte des financeurs ou alors à juste un intérêt de communication et marketing. Et donc, en fait, on passe à côté de tous les enjeux de conception, pilotage et d'amélioration de cet outil-là. Il y a aussi le fait que souvent, on confond enquête de satisfaction et évaluation. Une enquête de satisfaction, ça ne vous aidera pas à améliorer votre dispositif. Et enfin, le gros frein, c'est qu'il y a un gros manque de compétences et de connaissances sur vraiment comment on fait une évaluation, c'est quoi les outils qui existent et comment on fait pour l'articuler avec les enjeux de son format et ses objectifs. Et donc, du coup, moi, en fait, j'ai envie que vous repartiez avec un outil qui est en fait un peu une question. C'est dans quelle mesure, quand vous mettez en place ces espaces de dialogue démocratique, est-ce que vous arrivez à aligner vos objectifs, votre format et justement ces enjeux d'évaluation? Et c'est bon pour moi. Et cette prise de recul. Et donc, je vais passer la parole à l'équipe de Caféia, justement. Et Jean, on regarde ce qui vient d'être dit. Donc, vous avez conçu la démarche Caféia. Et donc, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, pourquoi, c'était quoi l'objectif politique derrière et comment, en fait, vous l'avez pensé pour faire en sorte que cette démarche réponde à vos objectifs et stratégies politiques. Yes. Merci beaucoup, merci donc à tout le monde. C'est vraiment très précieux d'avoir ces temps d'échange. J'aimerais qu'on puisse prolonger, à mon avis, le webinaire, notamment au regard de ce que Kevin vient de présenter et d'interagir plus longuement qu'aujourd'hui. Donc déjà, nous, on ne conçoit pas seul la démarche. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Et dans la poursuite de ce que vient de dire Kevin, ce qui est très important et auquel on se rallie complètement, c'est le fait, notamment à titre illustratif, que sur le caféia.org, j'insiste là-dessus, c'est très important pour nous. Vous avez déjà une quinzaine de formats qui existent et qui permettent de mettre en valeur ce qui a déjà été créé et porté par d'autres. Et nous, on se voit plutôt comme un routeur plutôt que comme un centralisateur qu'autre chose. Et on est très heureux aussi d'être ici avec notamment Margot, et on pourra aller plus loin sur cette question-là, ainsi qu'avec beaucoup d'autres porteurs de formats. Et là où pour nous, et s'il y a un objectif politique, mais qui en même temps doit être dépassé par tous les participants à la démarche, c'est le principe du .org et de penser les choses à plusieurs,
c'est de se dire qu'il vaut mieux se parler plutôt que de se mettre sur la gueule, quoi. En gros, c'est ça le principe de base. Donc ça, c'est même quelque chose d'assez classique pour être repris comme slogan d'émission de télé ou autre, et de se dire que c'est peut-être à plusieurs qu'on y arrivera, mais surtout que aujourd'hui la démocratie est pensée comme très institutionnelle, comme très centralisée, comme très verticale en réalité, là où elle doit être considérablement approfondie dans nos lieux du quotidien, et que penser une démocratie véritable, c'est d'abord penser la capacité de chacun de créer des espaces de discussion, de délibération, de mise en action. Et à la fin, peu nous importe, nous, Caféia, et on l'écrit noir sur blanc, de savoir si les gens vont sortir de là en utilisant l'IA, en refusant d'utiliser l'IA, en faisant des moratoires, en se mobilisant avec des syndicats pour un dialogue social. Ça ne nous appartient pas. Nous, le message et le principe de Caféia, et notre croyance finalement, c'est que en se parlant à plusieurs, on arrive à résoudre plus de problèmes. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est prédominant, enfin, il doit être prédominant, nous, dans notre conversation collective, de favoriser précisément l'émergence de ces espaces-là. Et ensuite, ces espaces, si on les pense proprement de manière démocratique, nécessairement, il n'y a pas de point centralisé dans le réseau qui va dire quelle vocation on doit leur assigner. Quelle évaluation, du coup, pour reprendre les termes de Kevin, on doit leur appliquer. Ça appartient à chaque personne, en réalité. Ça appartient à chaque groupe. Moi, très souvent, on me demande qu'est-ce que vous faites du produit des échanges dans Caféia. Je dis, mais ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient aux personnes qui sont dans la salle. Ça appartient à chaque personne qui a pris la parole. Ça appartient aux échanges. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air qui n'est pas de l'ordre du compte-rendu ou du reporting au grand chef à plume. Si on pense comme ça, on ne pense pas à la démocratie. On pense à la centralisation du pouvoir et finalement le reporting très, très finalement vertical et assez condescendant pour la population, comme s'il n'y avait qu'en un lieu que des décisions pouvaient se prendre. C'est vrai qu'il y a des lieux de pouvoir qui sont très importants. C'est vrai qu'il faut pouvoir leur parler. C'est vrai qu'il faut pouvoir leur apporter une parole populaire. Mais il y a un moment où la construction d'un peuple libre se construit dans les espaces du quotidien. Donc c'est peut-être un peu grandiloquent. Donc nous, on a voulu sortir de cette grandiloquence. C'est pour ça que ça s'appelle Caféia, mais c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Donc cette démarche, elle est collective par essence. Et pour reprendre ton triangle, si je peux me permettre, Kevin, sur les objectifs qu'on assigne à la démarche, au-delà de ce méta-objectif que nous on porte, mais finalement ça ne concerne que nous. Après, ça appartient à toute personne de se saisir de l'objectif qu'il assigne. Mais on pourra y revenir s'il le faut sur les objectifs que nous, on s'assigne dans cette tâche-là, mais qu'on met en débat absolument tout le temps. Les formats et les issues, finalement, pour reprendre ce triangle-là, finalement, appartiennent aux personnes en elles-mêmes. Quand on est au groupe La Poste, par exemple, et qu'ils se saisissent de la démarche Caféia, nous, il nous importe de faire prévaloir ces principes-là, sous une forme de jalon souple, c'est-à-dire désintéressement de la démarche, ouverture, circularité des échanges, gratuité pour les publics, éventuellement avec une donation au chapeau si les gens le souhaitent, mais que ça doit plus être accessible à tout le monde. Et à partir de là, évidemment, pas de promotion commerciale ou autre, et de se dire qu'à partir de là, ce que la Poste va y mettre, en effet, pour rejoindre ce qui a été dit par Kevin, en effet, ça va être quelque chose qui va leur appartenir et qui mérite d'être pensé. Et qui, du coup, mérite d'être pensé, je le rejoins tout à fait sur ce point-là, sur les formats, etc., et puis sur leur mécanique interne pour s'assurer que la parole circule en dehors du Caféia. Et tu m'interromps, Anaïs, quand je dois m'arrêter. Mais ça, c'est très important aussi. C'est de se dire que cette démarche-là, elle n'a pas vocation à s'arrêter au café. Le café est un point de départ, c'est un point de passage. C'est pas quelque chose qui se suffit à lui-même, de toute évidence. C'est un point où des gens vont se retrouver sans se connaître et porter ensuite des choses ensemble. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Mais après, encore une fois, c'est important pour nous. C'est peut-être moins important pour les personnes. Si elles décident que leur suite, c'est finalement de construire un parcours d'apprentissage avec des personnes de leur quartier, ça leur appartient. Ça leur appartient. Et c'est très bien. Nous, tout ce qu'on veut, et c'est là où j'en reviens peut-être à ce qu'on s'assigne, nous, comme objectif et comme mode d'évaluation, mais ça rejoint le travail de la sociologie et beaucoup d'autres travaux qui doivent être portés en sciences et qui ne sont pas de notre fait parce que ce serait biaisé que de les porter nous, c'est cette capacité à se dire « je ne suis pas seul et je ne suis pas soumis à une fatalité ». Nous, c'est ça les objectifs qu'on s'assigne à travers cette démarche et qu'on est capable de nourrir, donc comme je le disais tout à l'heure, une démocratie profonde. Donc ça, c'est vraiment les objectifs qu'on s'assigne. Mais ça, c'est inévaluable. Et d'ailleurs, alors, je suis assez content parce que j'ai hâte vraiment qu'il soit publié, mais on a un pré-rapport là de mission sur Caféia et c'est vraiment ça, quoi. C'est polliniser plutôt que compter. Il y a des parties qui s'appellent comme ça.
un mécanisme de suivi au service de la philosophie de Caféia et non pas au service de chiffres ou quoi que ce soit, pour se dire finalement que si on veut utiliser des gros mots, quoi, qu'on utilise beaucoup trop peut-être sans les maîtriser, je suis le premier forcément à pas les maîtriser, mais justement c'est pour ça que l'évaluation ne doit pas nécessairement nous appartenir. Si on cherche les critères de l'agentivité, la mise en action possible des personnes, ça va s'évaluer sur un temps qui n'est pas celui de l'évaluation statistique du reporting dans le formulaire. Ça, c'est très clair. Et surtout, il y a des personnes qui sont capables de faire ça à travers un travail d'enquête. Je retrouve cette intervention aussi sur l'enquête. Enfin, moi, je ne sais pas le faire. J'ai une pensée pour Dominique Pasquier qui nous a beaucoup accompagnés au Conseil national du numérique en intervenant. L'enquête de terrain. Moi, je ne sais pas le faire, ça. Et j'ai même du mal à appeler évaluation. C'est bon, si on se rend compte que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais voilà. Donc, il y a une pensée qui doit être associée à ce type de dispositif, ce type de démarche, qui va beaucoup plus loin que ce que nous-mêmes, on est capable de faire et de porter. C'est pour ça que c'est nécessairement une démarche populaire, une démarche culturelle au sens très large du terme, et qui dépasse n'importe quel porteur centralisé de n'importe quel projet. Merci Jean, mais en fait, du coup, quand je t'entends et par rapport à l'intervention de Kevin, en fait, finalement, vous êtes la surcouche qui permet l'émergence de ces endroits de débat, et ensuite, ça appartient aux gens sur le terrain. Ça, j'ai entendu. Et donc, sous-couche. Tu sais, nous, la sous-couche, comme on vient du monde de l'Union. Et donc, du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Kevin, et peut-être avant de passer sur un an de démarche Caféia, peut-être qu'on pourrait entendre Margot, qui justement est la couche d'au-dessus en contact avec le terrain, pour que tu puisses nous dire, Margot, du coup, concrètement, ce que t'apporte cette démarche Caféia, et au regard de ce qu'a dit Kevin, comment est-ce que vous accompagnez les gens, et comment est-ce que vous voyez un impact sur le terrain, et comment vous vous adaptez en fonction des besoins. Et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous au quotidien? Oui, merci déjà pour l'invitation et rebonjour à tous et toutes. Du coup, très rapidement, donc juste la bataille de l'IA, c'est un atelier qui a été imaginé par Latitude et Data for Good, qui est une autre association, en 2023. En très bref, c'est un jeu de cartes qui dure 2 heures, qui a pour objectif d'initier un dialogue autour des enjeux, des impacts sociaux et environnementaux de l'IA générative. Donc, c'est un dispositif qui était préexistant à Caféia. Évidemment, quand Caféia s'est monté, nous, notre objectif, ça a été de pouvoir le diffuser auprès d'un maximum de personnes. Et donc, on a proposé à Caféia, ou Caféia est venu nous chercher, je ne sais plus exactement dans quel sens ça s'est passé, mais évidemment, de pouvoir le référencer dans les différents outils qui existent. Peut-être pour donner des exemples d'utilisation, mais on avait déjà fait des expérimentations avec des acteurs publics. Typiquement, on a fait des formations auprès de la structure famille rurale, donc plutôt côté médiation numérique. On a travaillé avec la ville d'Arras qui a formé des conseillers numériques, des agents en interne pour animer ces différents ateliers. Et ce qu'a pu nous apporter Caféia, ce que j'ai envie de dire, la première chose, c'est déjà pouvoir adapter notre format à d'autres publics. Ce dont on s'est rendu compte avec Caféia, c'est aussi peut-être que, alors, on avait déjà eu des retours d'usage de notre côté, et à notre toute petite échelle, je suis pas sûre qu'on puisse faire des formats qui soient adaptés à tout le monde. Mais en tout cas, déjà, il y a une première chose autour des termes utilisés. Peut-être qu'en fait, certains des termes dans notre jeu de cartes sont trop jargonneux, c'est difficile de les prendre en compte, etc. Et donc, on a travaillé à créer un format qui s'appelle le marché de l'IA, qui est en fait une déclinaison de la bataille de l'IA qui est utilisable sur les marchés pour que des acteurs de la médiation numérique, dont c'est déjà le métier d'aller à la rencontre de certaines populations, puissent s'emparer des outils et les utiliser dans le cadre de leur dialogue autour de l'intelligence artificielle et de ses impacts et de ses enjeux dans le cadre de marchés, tout simplement. Ce qu'on a fait, c'est que peut-être pour vous donner un exemple un peu plus concret, mais on a des cartes on a voulu faire des cartes pour venir interpeller les citoyens et citoyennes sur les marchés pour se rendre compte que, en fait, l'IA, c'est un sujet qui les concerne. Évidemment qu'ils ont le droit au dialogue et ils ont le droit de venir s'exprimer sur ces sujets. Mais si on leur dit venez parler d'IA alors qu'ils sont en train d'acheter leurs carottes, évidemment, je comprends bien qu'ils passent leur tour et qu'ils n'aient pas du tout envie d'aller sur ce stand. Et donc, on a mis des questions, par exemple, sur est-ce que vous achèteriez vos carottes l'année prochaine si elles sont cultivées par une IA, ou est-ce que vous avez peur que votre prima soit remplacée par une IA, par exemple? C'est juste des
questions assez ouvertes qui ramènent, je pense, au quotidien et qui permettent de se dire, tiens, je vais aller rencontrer la personne qui tient ce stand, cette démarche peut potentiellement être intéressante. Donc voilà, Caféia nous a permis en tout cas de créer des formats peut-être un peu plus courts de dialogue, et Jean le disait et Kevin aussi surtout tout à l'heure, l'idée c'est de créer une première envie, un premier dialogue, un premier intérêt sur ce sujet, et derrière de pouvoir avoir des espaces d'échange qui sont plus longs. La bataille de l'IA, c'est un atelier qui dure 2 heures normalement, donc si certains acteurs de la médiation numérique peuvent s'en emparer par ailleurs dans le cadre de leurs ateliers, tant mieux. Mais là, le but, c'était d'avoir un format en tout cas qui était plus court, plus adapté à certains publics, et troisièmement, surtout de s'appuyer sur un réseau déjà établi. Nous, avec Latitude, on émane beaucoup du monde de l'enseignement supérieur et de l'éducation, donc on travaille beaucoup avec les enseignants, avec les professeurs. On connaissait très mal le monde de la médiation numérique, et donc d'avoir des retours aussi sur en fait qu'est-ce qui se fait déjà, comment est-ce qu'on va vers ces publics-là. Nous, ça nous a permis de retravailler en tout cas nos formats. Et c'était déjà le cas avant Caféia, mais en tout cas, on cherche à ce que ce soit le plus facile d'utilisation. Donc, on a des formations en ligne qui sont gratuites à l'utilisation, soit de la bataille de l'IA, qui est le format de 2 heures, soit pour reprendre des petites parties et du coup faire vivre une logique de commun. On est très attaché à ça, et donc on travaille aussi à faire en sorte que tous les retours qu'on a eu des marchés de l'IA puissent être compilés quelque part, et que les réutilisations puissent aussi être mises à disposition des utilisateurs, parce qu'évidemment, c'est pas le tout de créer un outil, mais comment est-ce qu'on rend aussi accessible et visible les réutilisations qui ont été proposées, notamment par les acteurs de la médiation numérique, là dans le cadre des marchés de l'IA. Ok Margot, donc en fait si je comprends bien, donc Caféia ça vous a permis d'augmenter en fait votre démarche et puis de l'alimenter en parallèle. Que comme Caféia, vous n'êtes pas dans une logique d'évaluation de ce que ça a fait après sur les pratiques numériques des gens, etc. Vous êtes vraiment sur de l'accompagnement. Et du coup, si je reviens à Caféia, est-ce que vous avez, au bout d'1 an de Caféia, et voilà, quels sont vos retours terrain? Margot le disait, voilà, on voit qu'il y a des retours positifs de la part de ceux qui ont participé aux ateliers. Qu'est-ce que vous voyez, même si, comme le disait Jean, vous n'êtes pas dans une démarche d'évaluation, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que les organisations qui ont mis en place de Caféia ont pu vous remonter, voilà, mais qui vous permet de voir que votre démarche va dans le bon sens? Merci et bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Rabault, je m'occupe de la coordination donc, des Caféia. On vient de célébrer en mai dernier donc, la première année, premier anniversaire de Caféia. Et on est très fiers puisqu'on a plus d'un Caféia qui s'organise chaque jour. Donc, au bout d'1 an, on est ravis de cette donnée, on va dire. Mais avant tout, je propose c'est de peut-être redonner une vision globale donc, de Caféia. Et pour rebondir un peu sur ce que Kevin expliquait au tout départ et puis poursuivre les propos de Jean. Donc, Caféia, c'est une démarche nationale qui a comme objectif principal de faire du numérique une culture populaire, partagée, accessible à tous. Et notre mission… Oui, pardon, en fait, Cécile, on a une erreur dans le slide, donc je veux bien que tu reprécises. Pardon, en fait, j'avais pas vu, il y a une erreur dans le slide sur dispositif Caféia, mais tu peux remettre vraiment le contexte institutionnel. Pardon. Ah, le contexte. Ben, Jean, je te laisse présenter le contexte peut-être en tant que… Non, mais c'est juste oui, en effet, aujourd'hui c'est une démarche donc qui est complètement autonome du conseil. Et oui, non, pour préciser, donc il n'y a pas tellement de fondateurs ou porteurs centralisés de la démarche. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Mais je laisse Cécile, je te laisse sur les échanges avec les acteurs, etc. au quotidien. Oui, donc vous souhaitez que je représente Caféia? Enfin, je connais beaucoup de monde dans les… Non, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est pas la peine, c'était juste un retour d'expérience, mais comme je viens de voir dans le slide que en fait il y a un micmac, c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. D'accord. Mais c'est bon, la présentation, c'est bon, continue, excuse-moi. Alors aujourd'hui, donc comme je précisais un peu les chiffres donnés, les retours ensuite, donc on a toute la communauté des conseillers numériques qui peuvent être accompagnés, formés gratuitement grâce à une formation proposée par la NCT et la Mednum pour leur permettre de mettre en place leur propre
café IA auprès de tout type de public, puisque sur le site s'enrichit en permanence, c'est-à-dire qu'on propose aussi bien des ressources thématiques, tout comme si je prends quelques exemples, travail et IA, environnement et IA. On a différents thèmes sur lesquels notre équipe a travaillé pour fournir un maximum d'informations et donner quelques éclairages sur ces différents thèmes. Et donc, tous ces conseillers numériques c'est une formation qui est à disposition depuis le mois de février-mars. Et il y a des sessions de formation en permanence sur tous les territoires. Après, la démarche s'étend de façon beaucoup plus large puisqu'elle touche également les entreprises, les porteurs de projets individuels. Donc, tout le monde peut être en capacité d'organiser un café IA. Et on a fait en sorte, évidemment, que ce soit accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières dans nos principes. Donc, le café IA, Jean l'a dit tout à l'heure, il doit être gratuit, mais nos animateurs n'ont pas besoin d'être des experts. On est vraiment dans un temps d'échange qui est horizontal pour justement valoriser et renforcer les échanges entre tous les participants. L'objectif étant de démystifier l'IA et on a tous des formats d'animation qui permettent d'avoir un fil rouge pendant ces temps d'échange. Donc, les retours aujourd'hui, donc nous, on interagit et on est en pleine constitution d'une communauté, aussi bien des conseillers numériques que de toutes les personnes qui participent à la démarche auprès de leur public. Et voilà, en gros, tu vas ajouter quelque chose? Non, il y a beaucoup de choses. Oui. C'est le monde de la médiation dans son entièreté. C'est pour nous quelque chose qui fait partie de. Enfin, c'est plus qu'une communauté. C'est une vision d'une organisation sociale en fait. On a des personnes sur le terrain qui sont capables d'animer des échanges collectifs. Et c'est là où c'est une question qui dépasse largement la question de l'IA. C'est vraiment ce que l'on met comme essence donc, dans ce projet-là, qui est de faire en sorte que partout dans le pays, on puisse avoir des personnes qui soient en mesure d'animer des moments de partage entre individus, quels qu'ils soient. Ok, merci, super clair. Du coup, je vois que Margot aurait voulu ajouter des choses sur les démarches d'évaluation, mais avant qu'on en vienne à ce que vous pouvez faire, vous venez de dire que donc vous voulez toucher un maximum de public, que vous avez différents types de formats qui sont donc disponibles et que vous en créez toujours avec les acteurs de terrain. Et donc, pour parler de cette question des formats et de comment est-ce qu'on s'adapte à différents publics, on a Thomas qui est avec nous, qui est designer. Et Thomas, moi j'aimerais beaucoup que tu nous parles justement de ces questions d'adaptation à différents publics, de comment est-ce qu'on y travaille, qu'est-ce qu'on doit éviter, quelles sont les bonnes pratiques, tes meilleurs succès et tes meilleurs échecs aussi sur le sujet. Je pense que tu peux présenter des choses, oui. Et donc, comment est-ce qu'on s'adapte à des publics et à quoi est-ce qu'il faut faire attention, vu que l'idée quand même de ces démarches est de toucher un maximum de monde très différent. Oui, bonjour à toutes et tous. Je partage mon écran. Effectivement, peut-être avant de présenter quelques formats, juste pour abonder un peu dans le sens de Kevin sur la question des objectifs. Et en fait, j'ai un truc que j'aimerais appuyer, puisqu'en fait, donc j'ai co-dirigé une agence de design pendant 10 ans qui faisait pas mal de formats un peu participatifs, etc. Et ce qui nous a frappé, et des fois les raisons aussi des échecs, c'est un peu l'honnêteté avec soi-même sur ces objectifs-là, où en fait, partager dans des formats, en fait, c'est pas forcément co-construire, c'est pas forcément on peut faire des formats aussi sans prétention, et je préfère qu'on soit OK avec les objectifs démocratiques, financiers, etc. de ces formats, plutôt que de faire un truc à moitié et risquer de mentir un peu aux gens. Et nous, c'est ce qui nous est un peu arrivé des fois où en fait, on annonce qu'on va co-construire ensemble, mais alors qu'on veut juste récolter de la donnée, donner son avis. Et en fait, il faut être clair aussi, je pense, sur ça. Et ce qui nous permet, une fois de faire ça, de faire le bon format.
avec notre casquette, avec la casquette du mouton numérique, donc association de critique des effets environnementaux et sociaux des technologies. Un point qui nous semble très important pour mettre en débat la technologie, c'est de trouver des moyens un peu d'éducation populaire, en tout cas de comprendre les données, toutes les informations, etc., nécessaires à débattre. Et on a testé plein de formats différents en s'interrogeant, en fait, en essayant de déconstruire le format conférence un peu descendant. Parce qu'en fait, pour faire des formats de débat et de partage, on a forcément des fois besoin de moments un peu descendants où on partage l'information nécessaire à la discussion. Il y a un cadre qui soit plus propice à l'échange. Et le truc, c'est que faire des conférences dans des amphis, vous avez une certaine certains publics, une certaine classe sociale de CSP+. Et en fait, sans faire attention, quand on crée des formats, des fois, on embarque avec nous des codes culturels particuliers qui contribuent aussi à exclure certaines populations. Appeler ça conférence ou table ronde, c'est aussi un vecteur de fracture. Les lieux, typiquement des amphis, etc., peuvent être facteurs d'exclusion. Alors, du coup, j'apprécie aussi que les cafés IA se fassent un peu partout dans des lieux différents. Mais la disposition, est-ce que le lieu est accueillant pour les enfants, etc., c'est un truc qui est passible de parfois snobber une certaine classe sociale. Et c'est important de voir ça. Donc, je vais présenter juste quelques petits formats pour donner un peu des idées de trucs qu'on a expérimentés. Qui sont un petit peu descendants, mais en fait qui quand même dans des formats descendants, on peut amener un peu plus d'échanges, en tout cas de rendre un truc un peu plus populaire en tout cas. Donc par exemple, dans cette idée de déconstruire un peu la conférence, on a par exemple créé un format qui s'appelle un démontage conférencé, qui est une conférence, mais en fait où les gens démontent des appareils en même temps. On parle de matérialité du numérique, d'empreinte du numérique. Et en fait, quoi de mieux que d'avoir la matérialité sous ses mains. Et en fait, on a fait un peu ça parce que j'apprécie aussi que des gens qui n'ont pas envie de m'écouter en conférence puissent faire aussi autre chose. Des fois, ça peut être aussi les enfants, comme les adultes. Et donc, c'est un format qu'on a fait qui aussi permet de visualiser des grands ordres de grandeur de l'empreinte du numérique avec des Lego. En fait, on fait beaucoup de data visualisation avec aussi du papier toilette, par exemple, des choses comme ça, parce que voilà, il n'y a pas de petites ou de mauvaises ou de bonnes data visualisation. Et il y a un truc aussi qui nous intéressait dans ce format, c'est je suis parti un peu d'une recherche du CNRS en neurosciences qui montrait que utiliser des outils physiques et manier des phrases à syntaxe complexe faisait appel au même réseau neuronal. Et en fait, l'un améliore l'autre. Et donc ça, c'est aussi intéressant de ne pas séparer intellectuel et manuel, quoi. Dans les autres formats, on a testé aussi la balade. On fait des balades des infrastructures urbaines numériques. Alors, d'autres personnes ont fait ça sur d'autres sujets et on s'en inspire. Donc, c'est des formats où on vient visibiliser, voilà, se balader et voir toutes les infrastructures. Et en fait, au-delà de l'aspect, c'est sympa, on va dehors. C'est aussi aller encore un peu plus loin dans la déconstruction des formats un peu descendants où les gens se sentent beaucoup plus à l'aise pour poser des questions. Même les plus timides, parfois, viennent me voir tout seul quand on avance, me posent la question et où nous poser la question. Et ça nous permet de s'arrêter, de rediscuter, d'inviter. Souvent, on invite aussi des intervenants, intervenantes à parler de ça. Donc voilà, donc ça, c'est des formats où on utilise aussi l'espace urbain pour faire des visualisations de données avec l'espace, etc., avec la distance. Donc voilà, donc ça c'est plus cette partie de déconstruction du mode de conférence. Un des autres pistes qu'on utilise beaucoup aussi, c'est l'humour, parce que souvent on traite de sujets parfois un peu anxiogènes qui touchent parfois violemment aussi les personnes concernées. Donc voilà, ça c'est une messe funèbre. On a rendu hommage au meilleur du pire du numérique d'un point de vue écologique. Et en fait, c'est un peu souvent l'intro, le déclencheur pour pouvoir parler plus librement de choses qui nous arrivent en disant en fait voilà, rendons une dernière fois hommage à des choses qu'on a plus envie de voir dans nos vies.
Et donc voilà, ça c'est des formats qui marchent pas mal en fait avec l'humour. On a aussi fait, alors ça c'est pas avec le mouton numérique, mais un jeu de cartes qui s'appelle Burktionary, qui est une fausse agence qui s'appelle Burk Design, qui essaie de concevoir le pire des objets, avec les SAV le plus horrible, les plus moins écologiques possible, etc. Et en fait, ce qui se passe quand on fait, donc en fait, on le fait faire, on demande aux gens à faire le pire du design sur certains objets et après de le faire sur leur propre projet. Ça permet de mettre un peu de distance et un peu de mettre un peu du rire aussi sur des sujets des fois où les différentes parties prenantes sont en tension parce qu'elles ont des enjeux différents et tout. Et en fait, ces genres d'humour permettent un peu de désacraliser un peu ça. Et pour finir, d'autres trucs qu'on a un peu testés, qui sont intéressants, c'est la piste du jeu, parce qu'en fait, le jeu de société, jeu vidéo, par sa nature, est foncièrement désacralisant, désinhibant, parce qu'en fait, il rend l'échec et le succès un peu fictif, et donc ça crée un espace-temps où on peut tester des choses sans avoir des conséquences sur la réalité ou sur nos vies. Et c'est des choses qui permettent de susciter, libérer l'action et le partage. Donc ça, c'est un jeu qu'on a fait qui s'appelle Rien à cacher, qu'on a co-signé avec la Ligue des droits de l'homme et l'éditeur Coco Chéri sur les questions de surveillance dans la ville et la répression liée aux manifestations, etc. Et donc la surveillance par rapport à ça. Et donc c'est aussi un jeu à la fois qui, par ses mécaniques, permet de comprendre les enjeux de cette surveillance et créer le débat de pourquoi tu as fait ça, etc., etc. Et pour terminer un peu sur la question du jeu, sur un autre point, donc ça c'était plus avec mon agence de design, on a fait avec Lyri, on a utilisé le jeu Minecraft, une version libre de Minecraft qui est Minetest, donc un jeu très connu de jeux vidéo, qu'on a mis dans les mains de collégiens et collégiennes sur un territoire pour pouvoir repenser leur ville à partir on a exporté une carte hygiène qui nous a permis de créer un environnement virtuel 3D. Et en fait, on a utilisé un logiciel de jeu vidéo, enfin un jeu vidéo comme un logiciel 3D. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça inversait aussi les compétences, parce qu'en fait, c'était les élèves qui étaient plus compétents souvent que les professeurs, et ce qui les mettait aussi en confiance leur permettait de donner plus facilement leur avis, de créer de nouvelles infrastructures dans leur propre ville et de dire pourquoi ils avaient envie de plus de ça ou de ça. Donc voilà, donc ça c'était un petit rapide exemple de comment on peut repenser d'autres formats, sachant que peut-être aussi attention aux limites un peu de ça, comme j'ai dit au début. Quand on demande aux gens de participer ou de débattre, ou on leur fait des promesses de co-construction, il faut les tenir parce qu'on a dans les mains la confiance des personnes. Et là, c'était un peu délicat avec les jeunes, puisque on leur disait en plus c'était un projet qui était fait en partenariat avec la ville. On leur disait peut-être que la ville va récupérer vos idées pour en faire quelque chose, etc. Et en fait, non, pas tellement. Et donc des fois, on a des outils qui nous promettent, par le format, on pense qu'on va pouvoir donner un avis qui va avoir un poids. Et en fait, pas tellement, puisqu'en fait, on est juste dans la récolte de données très en amont, ou des fois, juste, on pense qu'il faut, on utilise ce format juste pour passer du bon temps ensemble, ce qui peut être très bien en soi, mais créer aussi beaucoup de frustration. Donc, voilà. Juste, c'est un point qui est important quand on crée un format, c'est qu'on soit d'accord en amont sur les objectifs et qu'il soit honnête. Désolé, c'est un peu rapide. Merci beaucoup Thomas. De toute façon, tu seras à NEC, je crois aussi, pour prolonger les échanges. Voilà. Et donc oui, donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire justement sur les objectifs, sur ce qu'on peut promettre, pas promettre, et par rapport à ce que disait Kevin au début, Margot, toi, quel est ton retour là-dessus? Non, mais c'était plus un complément de nous dans les ateliers. Alors, c'est sur la bataille de l'IA, donc le marché de l'IA qui est un format plus court. Hein, comme je le disais, on n'a pas aujourd'hui la logique d'évaluation. On l'a aussi laissé aux médiateurs qui l'utilisent. Dans la bataille de l'IA, par contre, on mesure, en fait, on a un retour. Alors, c'est à chaud pour l'instant, donc c'est un questionnaire de mesure d'impact post-atelier. Et on vient mesurer dans quelle mesure est-ce que les participants estiment être en meilleure capacité de mobiliser autour d'eux sur ces sujets. Et donc, est-ce qu'ils se sentent à l'aise et outillés maintenant pour
créer un dialogue avec d'autres personnes. On vient mesurer aussi dans quelle mesure est-ce qu'ils estiment avoir une meilleure compréhension des impacts sociétaux et environnementaux de l'IA. Et donc, c'est vraiment ça pour nous l'objectif, en tout cas de la bataille de l'IA. Il existe plein d'autres outils et merci Thomas. C'est hyper intéressant les outils que tu partageais. Ultra inspirant. Mais pour la bataille de l'IA, en tout cas, on a une vraie démarche de mesure d'impact et je rejoins ce que dit Kevin. Nous, c'est ce qui nous a aidé à améliorer le format parce qu'on voyait qu'il manquait des choses justement. Ça me semble hyper clé en tout cas dans les outils qu'on crée. C'était juste pour préciser ce volet-là. Et justement, Kevin soulignait à juste titre qu'il y a une distinction entre questionnaire de satisfaction et évaluation. Comment ça se matérialise chez vous? Pardon, la question était adressée. Margot ou Thomas, pour bien faire la distinction en fait entre les deux démarches. Thomas, je peux te laisser répondre. Par rapport à l'évaluation, en fait, nous, elle se fait. Alors, ça dépend. Elle se fait en fait avec soit s'il y a un commanditaire quand j'étais côté agence de design, soit à côté avec le mouton. En fait, la question avec le mouton numérique, c'est plus est-ce qu'on arrive à toucher les personnes avec lesquelles qu'on a envie de toucher et parfois, c'est difficile, en fait. En fait, comme je disais, le format fait pas tout. Et nous, on n'est pas forcément... on ne va pas sur certains formats si on n'est pas aussi avec d'autres associations qui peuvent gérer aussi ces questions d'évaluation. Parce qu'en fait, on n'est pas forcément tout le temps en contact avec ces populations. Et donc, on se repose, en tout cas, sur d'autres associations pour gérer ça. En fait, nous, on fait le lien entre des savoirs, des personnes et des formats qui soient liés avec le cahier des charges. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Oui, en fait, oui, très bien. C'est en fait, vous vous positionnez aussi comme... Et donc, du coup, c'est pas vous qui menez cette évaluation. Mais en revanche, vous avez quand même un regard... comment est-ce que vous faites évoluer vos formats en fonction des retours terrain, en fait? Et quels sont vos objectifs à vous? Mais bon, je comprends que vous travaillez avec des associations. Et du coup, Margot, je ne sais pas si tu peux compléter, puisque du coup... Oui, alors, pardon, je suis désolée, je ne suis pas sûre de saisir la question à laquelle tu souhaites que je réponde, mais avec plaisir pour expliquer comment est-ce qu'on fonctionne. Je posais la question, en fait, comment est-ce que vous conduisez une démarche d'évaluation et quelle est la différence entre une démarche d'évaluation, comme disait Kevin, et un questionnaire de satisfaction en fin d'atelier? Voilà. Oui, alors... Oui. Alors, je pense que je peux expliquer ce qu'on a fait, mais c'est un bon sujet à pointer du doigt parce que c'est pas mal d'axes d'amélioration dessus. En fait, on a travaillé avec une personne externe et en lien avec l'agence phare, qui est une agence qui fait de la mesure d'impact, pour créer justement, définir quel est l'impact social systémique qu'on a envie d'avoir, comment est-ce que ça se matérialise, comment est-ce qu'on peut le mesurer ensuite. Et on l'a ensuite déployé sur l'ensemble de nos formats parce que la bataille de l'IA, c'est l'un de nos formats, mais on a d'autres formats d'éducation et d'enseignement aux impacts et aux enjeux du numérique. Et aujourd'hui, la manière dont c'est conduit, ce que je disais, c'est que c'est des formulaires qui sont envoyés post-atelier avec un certain nombre de questions. Et donc, c'est pas du tout des questions sur est-ce que vous avez aimé ou pas l'atelier, qui serait plus un questionnaire de satisfaction, comme disait Kevin, mais plutôt des mesures en amont, à combien est-ce que vous estimiez votre compréhension de tel sujet. Aujourd'hui, quelle est votre compréhension de tel sujet? Est-ce que vous sentez en capacité d'argumenter désormais sur tel volet, oui ou non? Et donc après, il y a évidemment je suis très loin d'être spécialiste de mesure d'impact et donc des acteurs dont c'est le métier répondraient bien mieux au sujet, mais typiquement la manière dont les questions sont formulées peut biaiser ou pas les réponses. Donc nous, on a fait ce travail-là pour nos outils en interne et on a d'ailleurs un chantier pour l'année prochaine d'avoir une mesure d'impact plutôt dans la durée, puisque ce que je disais, c'est que là, on a une mesure d'impact post-atelier, mais c'est aussi intéressant de mesurer typiquement à 6 mois, est-ce qu'il y a eu des modifications dans la manière dont la personne qui a vécu l'atelier a porté le sujet, a transformé son organisation ou autre, mais ça demande beaucoup de fonds, du temps et surtout des compétences pour le faire, donc c'est un travail qu'on va initier en 2026 côté Latitude en tout cas.
Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Kevin, mais j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat et ça se répondait au fil de l'eau. S'il y en a encore des questions, n'hésitez pas. On a encore 5 minutes. Et Kevin, est-ce que tu voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit sur la question évaluation et puis par ailleurs sur les autres points du webinaire? Ouais, bien sûr. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Ouais, déjà, moi j'étais pas mal impressionné par tout ce que tu as présenté, Thomas. Je trouvais ça incroyable. Ça donne trop envie de participer à ce que tu mets en place. C'est trop bien, les balades numériques. Ça a l'air. Enfin, si t'en fais une à Toulouse, moi je suis trop partant de participer. Ça a l'air trop bien. Et du coup, sur la question des questionnaires, par exemple, après la bataille de l'IA, alors il s'avère que j'ai fait la bataille de l'IA hier soir. Parce que du coup, quand j'ai vu l'attitude, je suis allé voir ce que vous faisiez et je trouvais ça super intéressant et je suis en processus de formation du coup pour être animateur auprès de vous. Oui, en effet, j'ai complété aussi ce formulaire post-atelier. Je trouvais qu'il y avait vraiment en effet de bonnes questions. Que voilà, je trouvais que par exemple, tu vois, moi je trouvais ça super et surtout si ça vous permis aussi d'avoir un espèce d'itération pour améliorer l'atelier. Mais tu vois, typiquement, je trouvais que un point ultra fort de votre atelier, c'est que ça permet vraiment de se construire à un point de vue vachement plus documenté et qui prend en compte beaucoup plus de facettes de l'IA, parce que vous abordez par exemple les enjeux sociaux, environnementaux, en lien avec les biais, en lien avec la fiabilité. Et du coup, moi, je me suis dit que ça manquait peut-être, tu vois, typiquement dans votre questionnaire, parce que ça mettrait vachement en évidence que les gens, enfin, je pense avoir, mais ça leur permettrait de se construire un avis vachement plus documenté et vachement plus critique. Et c'est pas rien, quoi. C'est hyper important et c'est une plus-value énorme de votre atelier, je trouve. Et après, voilà, j'ai l'impression que sur la question, pour reprendre ce qu'a dit Jean au tout début, sur le fait que, en fait, au niveau CAFEIA, les objectifs, c'est pas à la charge du CAFEIA, mais c'est à la charge après des acteurs qui vont mettre en place ces espaces-là. Je suis complètement d'accord. Néanmoins, dans ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit, c'est qu'il y a quand même des objectifs justement du CAFEIA, de pas se sentir seul, de pas être dans un négativisme qui gèle les gens. J'ai mangé le nom de votre collègue, que j'ai noté, c'est Cécile, si je me trompe pas, qui parlait tout à l'heure aussi de favoriser le fait de démystifier l'IA. Pour moi, ça, ce sont des objectifs en fait qui sont néanmoins présents, et c'est bien normal en fait que le CAFEIA ait in fine des objectifs, parce que sinon en fait la mise en place de dispositifs est compliquée. Mais voilà, j'ai l'impression que sur ces enjeux-là, autour de efficacité, évaluation, c'est des mots qui ont tellement été chargés négativement qu'on a l'impression que dès qu'on parle d'évaluation, il faut passer par la donnée quantitative, alors qu'il y a plein d'autres choses par lesquelles on peut passer, des entretiens, prendre la température pendant les ateliers, regarder qui vient, est-ce qu'on a une parité homme-femme, est-ce qu'on arrive à toucher des publics qui sont éloignés. Il y a plein d'indicateurs qui sont pas nécessairement chiffrés. Encore une fois que l'évaluation, pour reprendre ce que disait Margot un peu en filigrane, j'ai l'impression, je trouve qu'on culpabilise vachement les gens qui mettent en place des outils d'évaluation parce que ça va être biaisé, c'est pas assez bien, etc. Il y a un moment, en fait, il faut commencer quelque part, et c'est un truc itératif, et c'est pas grave si on loupe des marches, et c'est pas grave si ça colle pas avec des exigences de la recherche, parce que le but, c'est pas de construire des connaissances généralisables, c'est d'avoir un outil qui vous aide dans le pilotage et la conception de l'atelier, en fait. Donc, je trouve on a un discours aussi ultra culpabilisant sur ces outils d'évaluation. Et si vous faites mal, c'est pas grave. Au moins, vous avez fait un truc. Et prenez le temps d'évaluer votre évaluation pour l'améliorer. Et c'est OK, en fait. Trop bien, merci beaucoup. Jean, CAFEIA, vous voulez réagir ou c'est bon? Non, je vois que c'est OK côté CAFEIA. Merci beaucoup à tous. On a des ressources en ligne sur le sujet, sur la page YouTube de Numérique en commun. On a un problème de présentation, donc je vous les mets pas en ligne. Estelle, est-ce que tu dis 3 mots sur la revue NEC? Oui, c'est aussi l'occasion de vous dire que au-delà des événements, des webinaires, NEC, c'est aussi une revue. Il y a eu déjà plusieurs numéros qui sont sortis. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé notamment du débat démocratique et des échanges autour de l'IA. Bien sûr, on peut débattre et échanger sur
les enjeux du numérique en général. Néanmoins, la prochaine revue NEC sera sur ces sujets, le sujet de l'IA. Elle sortira aux alentours de l'événement national NEC qui aura lieu le 29-30. Donc, je peux que vous inviter à en prendre connaissance. C'est une revue qui permet de mener des enquêtes, de refaire des focus et d'identifier plein d'initiatives hyper intéressantes sur ces enjeux, notamment de débat, ces enjeux sociétaux et démocratiques. Donc, vous pouvez la retrouver. Merci beaucoup, Julien, de remettre le lien sur l'onglet ressources du site de Numérique en commun. N'hésitez pas à en prendre connaissance. Et puis, peut-être juste tu voulais dire un mot pour conclure, moi, je peux vous inviter à vous inscrire à Numérique en commun, donc qui aura lieu à Strasbourg, que la NCT co-organise avec l'Eurométropole de Strasbourg, également la présence de la région Grand Est et évidemment tous les partenaires habituels de Numérique en commun et les nouveaux. Donc, on ne peut que vous inviter à venir poursuivre les échanges à cette occasion. Et la programmation sera entièrement en ligne d'ici 15 jours. Voilà, vous avez déjà un très gros échantillon en ligne. Merci beaucoup. Trop bien. Merci Super. à toutes et tous. Merci. Merci tout le monde. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Salut.